Et puis, du coup, on a Alex Paulson qui présentera D21, qui est aussi une méthode de vote qui a été utilisée notamment dans des écoles en République tchèque et qui fournit des outils qui permettent aussi de lutter contre la fraude. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, donc, vous retrouvez mon introduction en ligne. Je vous enverrai le lien si ça vous intéresse un peu plus tard. Juste un premier point sur la question du vote. C'est un point important, c'est que le budget participatif, comme vous le savez, est une discussion généralement en Europe sur des questions de budget d'investissement. Et il y a la question de la légitimité de ces décisions qui ne sont pas prises directement, immédiatement par le conseil municipal ou par l'organe délibérant, mais par des citoyens, et c'est un mécanisme normalement de démocratie directe. Or, l'an dernier, ou plutôt il y a 2 ans, il y a eu un premier cas de fraude à Guimarães au Portugal, où le vote a dû être annulé parce que justement il y avait des soucis de fraude. Donc c'est une question en France qui va certainement arriver avec l'explosion des budgets participatifs en Europe maintenant. Si je ne me trompe pas, là on a aussi Giovanni Allegati, qui est un grand chercheur à l'université de Coimbra qui travaille sur les questions de budget participatif depuis une dizaine d'années et puis qui coordonne un projet européen qui s'appelle Empathia sur justement ces questions d'outils numériques. Le Portugal est le pays qui a la plus grosse densité de budget participatif si on rapporte au nombre de communes. Donc, potentiellement, en France aussi, on aura des problèmes de fraude qui vont arriver, et donc c'est un des soucis qui va arriver. Après, quand on parle de méthode de vote, je vais faire une brève description des différentes méthodes de vote. On a des méthodes préférentielles, donc là, c'est, je pense que Giovanni, tu reconnais la ville de Trofa à côté de Porto, où là, c'est un système de vote qu'on appelle une sorte de vote préférentiel, où en fait, on a des bulletins de 3 points, 2 points et 1 point. Et donc, du coup, les personnes votent et attribuent à un projet une note différente. Donc, c'est assez similaire de ce que là, vous voyez, ils ont des bulletins de couleurs différentes. À Grenoble, l'an passé, pas cette année en tout cas, il y avait aussi un vote préférentiel, c'était aussi le cas à Montreuil. Donc, ça permet de répartir les voix, et du coup, les gens sont obligés de voter pour des projets différents. Donc du coup, on ne vote pas pour un seul projet, c'est un aspect important. Il y a d'autres méthodes qui existent. Il y a le vote de valeur, donc ça on retrouve aussi notamment en Écosse, où on va voter l'ensemble des projets. On a un vote pondéré, où là pour le coup ça peut marcher aussi avec des billets de banque. C'était aussi le cas dans les budgets participatifs des lycées en Nord-Pas-de-Calais, où on avait des bulletins et on les répartissait comme on voulait. Ce qui une sorte de vote cumulatif. Donc du coup, on a 10 points, par exemple, et on les répartit comme on veut. Ça peut être intéressant, et en même temps, ça contribue à avoir un vote stratégique. Dans la plupart des votes, on a forcément un vote stratégique, mais là, ça le renforce, et ce qui peut renforcer le pouvoir des lobbies. Mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la discussion. Un autre type de vote, donc le vote par note, j'aurai l'occasion d'y revenir. Enfin, on en a parlé. À Paris, par exemple, et à Rennes, ce qu'ils utilisent, c'est une sorte de vote par approbation. Donc on vote jusqu'à 10 projets. À Rennes et à Madrid, ce qui est intéressant de voir dans leur système, c'est que non seulement on a un vote par approbation, mais par contre, en fonction du prix de chaque projet qu'on choisit, il faut qu'on reste dans l'enveloppe des 3 millions ou de l'enveloppe qui est disponible pour le secteur. Ce qui est intéressant, parce qu'un des buts du budget participatif, souvent, c'est aussi de raccrocher les citoyens à la question de la pédagogie autour des coûts, parce que voilà, il y a les marchés publics, les règles de sécurité et toute une sorte de choses, et du coup ça permet de se comporter en bon père de famille, comme le veut l'expression en droit français. Un peu patriarcal, mais qui existe toujours. Les critères d'Arrow, donc c'est des critères qui sont importants. En fait, c'est le paradoxe d'impossibilité de Kenneth Arrow. C'est juste pour vous dire que chaque méthode de vote grosso modo, est imparfaite parce qu'elle ne peut pas respecter tous les critères qui fait que c'est une bonne méthode de vote. Parmi certains critères, je pense notamment, là il n'apparaît pas
faut le retrouver sur Wikipédia, mais c'est notamment le critère de monotonie. Si tous les gens votent en faveur d'un projet, la somme globale, enfin le projet ne doit pas descendre. Enfin bref, il y a toute une série de choses compliquées, de critères mathématiques compliqués, ce qui fait qu'on est obligé de choisir une méthode de vote en sachant qu'elle est imparfaite. Et donc du coup, c'est assez compliqué de la choisir. Deuxième chose que je voulais dire, au-delà de la variété et de la diversité des méthodes de vote, c'est la question de la délibération avant le vote. Lorsqu'on a une réunion publique avant le vote, et les gens défendent leur projet, on peut avoir une plus grande facilité de voir les gens changer d'avis en pesant le pour et le contre. Et moi, dans le documentaire que j'avais fait sur les budgets participatifs des lycées, j'avais des gens, et même à Trofa, on avait ça aussi dans les entretiens, des gens qui, après avoir vu les projets, pouvaient même ne pas voter pour le projet qu'ils défendaient, en disant « je trouve des projets meilleurs que le mien, et donc je choisis des projets qui sont plus utiles pour le reste des autres, enfin du plus grand nombre. Régulation, donc il y a un certain nombre de questions, je ne sais pas s'il en aura du Wi-Fi, le Wi-Fi vient de mourir, bon. Mais il y a la question de l'égalité des chances, et là pour le coup je pense que Boris, tu en parleras. Comment on assure l'égalité des chances des porteurs de projets qui n'ont pas tous les mêmes aptitudes à défendre leur projet. Voilà, c'est ça qui doit lire un livre de stratégie militaire. On a la question de l'égalité des chances. On a aussi la question, comme on l'a dit, des règles équitables. Comment on s'assure que les gens ne trichent pas. Moi, là, dans l'évaluation sur certains budgets participatifs, on voit que les gens, je pense qu'il y a par exemple à Paris, qui n'a aucun moyen de vérifier s'il y a de la fraude ou pas, parce que c'est quand même assez compliqué de savoir comment ça peut marcher. C'est important d'avoir des outils qui permettent de contrôler ça. À Grenoble, par exemple, vous vérifiez systématiquement, quand les gens viennent dans un bureau de vote, qu'ils ont une pièce d'identité qui correspond bien à une personne, une voix. Et donc du coup, il y a aussi la question de comment on peut défendre les projets de manière égalitaire. Juste deux choses, sur les quatre choses qui sont importantes quand on considère les méthodes de vote. Il y a la question du vote numérique. Est-ce qu'on est sur uniquement du vote numérique, du vote papier? À Paris, par exemple, ils font le choix d'avoir un vote papier et numérique, sachant qu'on peut voter dans les deux et on ne va pas avoir de recoupement possible parce que les délais sont trop courts. Deuxième chose, est-ce qu'on a un vote par secteur? Donc là, c'était le choix qui était fait par exemple à Montreuil, d'avoir une répartition à Madrid, d'avoir une répartition soit égalitaire, soit équitable entre les quartiers, de manière à être certain qu'il y ait des projets sur tout le territoire. Ou au contraire, on fait comme à Grenoble, on a un vote sur l'ensemble de la ville. Par contre, on a là, à Grenoble, une troisième possibilité, c'est qu'on a des catégories différentes. Et les catégories qui sont utilisées à Grenoble, j'imagine que tu le diras, c'est des projets de moins de 100 000 et des projets entre 100 et 400 000. Quatrième chose, est-ce qu'on a un vote pondéré par d'autres facteurs? À l'origine, le budget participatif, vous le savez peut-être, a été créé à Porto Alegre. Et à Porto Alegre, il y avait toute une mécanique de facteurs selon le nombre de populations du quartier considéré, le nombre de carences en service public, et ainsi de suite, ce qui faisait que certains projets ou certaines thématiques étaient davantage priorisées par rapport à d'autres, et c'était un moyen de pondérer la seule question du vote. Ensuite, cinquième chose, c'est la question du contrôle de la fraude. Et là, c'est certain qu'avec, en tout cas en France, et parce qu'on n'a pas de carte d'identité numérique, c'est compliqué de faire en sorte qu'on sache qui vote derrière un écran en ayant la certitude que la personne ne vote qu'une seule fois. Et qu'elle ne vote pas de l'autre bout du pays, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dernière chose que je voudrais dire, avant de passer la parole à Boris, c'est la question d'un choix stratégique qu'on devait faire. Je ne sais pas s'il y a des élus dans la salle, parce qu'on n'a pas trop le temps de faire les tours de table, c'est de se dire, ce qui est important, c'est d'avoir le plus grand nombre de participants. Et donc on va éviter le nombre de barrières, on va limiter les barrières pour avoir le plus grand nombre d'inscrits. Mais parmi les barrières, il y a la question de demander à la fois les informations sur l'identité des personnes, mais aussi leur demander de passer du temps pour qu'ils puissent découvrir et lire et se faire une idée sur l'ensemble des projets. Alors selon les villes, c'est compliqué. Quand on a 200 projets à regarder, ça prendrait trop de temps, donc les gens zappent vite. Quand on a fait le choix
d'avoir moins de projets par un système de filtres successifs soumis au vote, et puis avec tout un système de vidéos, enfin peu importe, il y a plein de choses à imaginer. Là, les gens passent du temps, mais du coup, on leur demande de passer du temps avant de voter, et du coup, pas tout le monde, c'est comme si quand on organise un vote physique, pas tout le monde va prendre le temps d'aller à un bureau de vote voter, donc ça demande un coût, et c'est cette question-là qui est importante, parce qu'on peut avoir un vote avec, en pleine conscience des projets pour lesquels on vote, c'est vrai que notamment quand on leur demande d'assister à un débat avant de voter, de manière obligatoire, ou au contraire, on leur demande absolument rien, juste de voter, quasiment par SMS comme à la Star Academy, ce genre de choses. Et là, on peut dire que les votes sont moins sensés. Voilà, c'était ma petite introduction. Tout ça, vous retrouverez sur Internet, je vous donnerai le lien plus tard. Est-ce que, Boris, je te cède la parole. Bonjour à tout le monde, Boris Klotchev, je suis chef de projet du budget participatif dans la ville de Grenoble. Je vais dans un premier temps vous expliquer comment le dispositif est mis en place pour arriver à des questions que Gilles vient de soulever, la question du territoire, la question de la campagne. Donc le budget participatif de Grenoble, c'est un dispositif qui se déroule en 4 temps. Un premier temps qui est une phase de dépôt de projet qu'on fait à la fois sur un outil numérique, mais également sur un formulaire papier, avec un lien fort avec les associations de proximité et les centres sociaux pour permettre un accès au projet le plus large possible. Le deuxième temps, c'est un temps de présélection. On invite tous les porteurs de projets et les habitants de la ville à venir pour sélectionner 30 projets parmi les multiples propositions qu'on a reçues. On fait ensuite une instruction avec l'ensemble des services avant de soumettre au vote des projets qui sont tous réalisables si ils sont votés. C'est une condition nécessaire. Si on veut donner une vraie crédibilité au vote, il faut qu'une fois la décision prise par les citoyens, on ne soit pas dans des problématiques, mais ce projet-là, on ne peut pas le faire, soit pour des questions juridiques, soit économiques, soit financières. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de stabiliser ça avant, mais pas de mettre l'instruction des services comme un préalable. Le préalable, c'est d'abord les citoyens qui fixent un mandat pour savoir sur quel projet on doit fonctionner. Le budget participatif de Grenoble a 2 éditions. La première était construite rapidement en 5 mois sur une commande politique. Le lieu de vote était central, uniquement à l'hôtel de ville, et uniquement sur un vendredi soir et un samedi. Le résultat de cette première édition, c'est 1000 votants, ce qui est très faible, sachant que les élus à Grenoble ont fait le choix que tout Grenoblois à partir de 16 ans peut déposer un projet et voter. Quand on entend tout Grenoblois, c'est que les résidents étrangers votent à Grenoble, les personnes inscrites ou non sur liste électorale peuvent voter. Voilà. Donc du coup, cette idée d'avoir uniquement un lieu de vote à l'hôtel de ville central a amené 1000 votants, une connaissance du dispositif peu visible. Et donc la deuxième année, la commande politique a été de mobiliser davantage les citoyens. Depuis ce matin, on parle de participation, d'animation, de comment les gens s'impliquent. La question qu'il y a derrière, c'est qui s'implique et est-ce que ce n'est pas un peu toujours les mêmes qu'on retrouve dans les différentes instances, que ce soit conseil citoyen, conseil de quartier, et comment on arrive à mobiliser plus largement. Potentiellement, excusez-moi, c'est combien de votants potentiellement? Alors, le corps électoral de la ville, c'est 80 000 votants. Le corps électoral, donc si on prend les moins de 16 ans, Quand on met à partir de toutes les personnes résidentes, habitants de Grenoble à partir de 16 ans inscrites ou non sur les listes électorales et les résidents étrangers, c'est 80 000 personnes potentielles qui peuvent participer au vote. Donc voilà. Sur la phase, donc les 2 lignes directrices étaient mobiliser largement et tout le monde et assurer l'égalité des chances. En tout cas, essayer de proposer des éléments qui peuvent garantir cette égalité des chances. On a donc commencé cette deuxième année comme ça. La première chose qui a été faite, c'est un diagnostic avec à la fois les unions de quartier, les conseils citoyens indépendants qu'on a sur toute la ville, et également des habitants qui pouvaient être motivés. Ça paraît qu'on avait fait à l'époque lors des assises citoyennes, qui était un premier jalon, pour demander aux gens comment ils avaient perçu ce budget participatif. Ça semble important, en tout cas pour nous, que dans le dispositif même et dans sa définition, ça soit des dispositifs qui puissent être évalués, évaluables. La place de l'évaluation nous paraît essentielle, et sur lesquels les citoyens eux-mêmes peuvent dire, mais là les règles en fait, on les questionne. Pourquoi vous avez fait tel choix? Pourquoi uniquement
un vote que à l'hôtel de ville et qu'on soit ouvert, en tout cas c'est la volonté politique, d'être ouvert à des transformations. Aujourd'hui, le budget participatif de la deuxième année n'était pas exactement le même que la première année. Le mandat va jusqu'en 2020, donc on aura au moins un budget participatif chaque année jusqu'en 2020. Et l'idée, c'est qu'il puisse être transformé d'année en année en fonction de cette évaluation. Donc, évaluation partagée avec les citoyens, évaluation partagée avec les services. Parce qu'une fois que les projets sont votés, ça impacte tous les services thématiques. On est sur des budgets d'investissement. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut être sur des projets de cadre de vie, de sport, culture, environnement. Donc il y a tout un ensemble de services techniques avec lesquels c'est nécessaire de travailler. D'autant que le budget participatif vient interroger, de par le système de démocratie directe, la manière dont les projets sont décidés au sein d'une collectivité. Et donc il y a souvent des incompréhensions ou des choses à clarifier entre l'expertise technique d'un service et l'expertise citoyenne. Certains pourront considérer que les citoyens ne sont pas assez techniciens pour pouvoir décider de ce qui serait bon à mettre en place dans la commune. Et d'autres citoyens pourront estimer qu'avec ces leviers-là, on n'a pas besoin des techniciens. Donc, ça réinvente aussi le budget participatif, ce lien-là entre expertise d'usage et expertise technique. Donc, le diagnostic avait été fait aussi avec eux. Et enfin, le diagnostic avec les élus pour leur dire est-ce que aujourd'hui ça correspond, quelles sont vos attentes, d'où la commande. On a de commencer cette deuxième année avec cette orientation-là. Et la première chose qu'on a modifiée, c'est les règles de la ruche, donc le temps de mobilisation. Pour vous donner un exemple, on a eu 160 projets proposés sur la ville. L'idée, c'est qu'à la fin de ce temps-là de ruche et d'émulation collective, il reste 30 projets. Parce que ces 30 projets-là, après, sont instruits par les services pour, comme je vous disais tout à l'heure, des questions techniques, économiques et juridiques, pour être sûr qu'ils soient stables. Donc la ruche a été repensée. La première année, il n'y avait pas de critères sur la sélection des projets. Précise ce que c'est la ruche, Ouais, c'est une après-midi. Oui, il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Moi, c'est vrai que je suis dedans tout le temps et sur Investi, donc des fois on va vite sur des choses qui peuvent paraître essentielles. Et merci Gilles. En fait, c'est une journée où tous les porteurs de projets sont invités à présenter leur projet, et puis tous les habitants. On n'est pas sur des invitations à des groupes d'habitants de la démocratie représentative, type union de quartier ou conseil citoyen, mais c'est vraiment une ouverture qui est large et la plus large possible. Sur une après-midi, les porteurs de projets présentent leur projet par table. Il y a un système de sélection dans un premier temps qui se fait par table, où il y a la moitié des projets qui sont éliminés et la moitié des projets retenus. Puis après, une présentation en plénière des 50-60 projets retenus après le passage par table pour arriver à une sélection de 100 projets. Dans toute la démarche, il est important de dire que les élus posent le cadre, mais après, de la phase de lancement jusqu'à après la phase de vote, ils n'interviennent plus. Ils ne prennent pas position pour exprimer pour qui il est nécessaire de voter. Ils nous laissent travailler, puisque les orientations sont validées en comité de pilotage et après nous on les porte en tant que technicien. Mais il n'y a pas d'interface entre l'élu et le citoyen ou de prise de position publique de l'élu qui va dire faut voter pour tel projet ou tel projet qui pourrait, au sens des élus, fausser un peu la liberté. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, c'est après que les 30 projets aient été évalués au regard de leur faisabilité par les services techniques qui sont soumis au vote. C'est ça. Donc là, vous avez fait la transition, donc du coup, c'est très bien. Une fois qu'on a les 30 projets retenus lors de la ruche, à ce moment-là, il y a une instruction qui se met en place avec les services techniques pour vérifier quels seront les projets qu'on pourra soumettre au vote ou pas. Donc il y en a au moins 30 qui sont soumis Et au vote. c'est ça, cette année, il y en a eu 26 soumis au vote, 30 qui avaient été retenus à la ruche, 26 soumis au vote. Après, on a un devoir d'information et d'explication de pourquoi ces 4 projets-là sont partis. Donc en l'occurrence, cette année, c'était émettre une monnaie locale. Une collectivité n'a pas le droit aujourd'hui de créer une monnaie, c'est interdit juridiquement, donc on ne pouvait pas aller devant les citoyens en disant votez pour ou est-ce que vous voulez que la ville investisse dans une monnaie locale, parce qu'on n'aurait pas pu le faire, et donc ça aurait pu décrédibiliser le vote. Donc c'est important que les décisions sur lesquelles sont amenés les citoyens à se prononcer, ça soit des choses crédibles et réalisables. C'est la première chose qui vont regarder. On est sur du prêt, on fait des relevés sur une page dédiée, on informe du coût des projets quand ils sont réalisés. Voilà. Toute la démarche est très transparente, donc dès le départ, il ne faut pas être dans une soumettre au vote des projets pas possibles. Sur la première année, sur cette étape, Il faut quand même une délibération du conseil municipal après le vote des habitants.
À la fin, c'est nécessaire. C'est le conseil municipal qui prend la décision, la démocratie représentative fixe cette règle, c'est par délibération que les projets sont prononcés. Mais voilà, il ne serait pas dans l'intérêt du... En fait, dans tous les budgets participatifs, généralement, il y a un vote qui vient après le vote des habitants pour l'intégrer au budget municipal de l'année suivante. Et sur l'exemple de la monnaie locale, par exemple, vous ne faites pas au moment de l'expertise technique de contre-proposition. Est-ce que vous auriez pu, par exemple, dans la philosophie du budget En fait, l'atelier est juste sur les méthodes de vote. D'accord. Et comme on a juste 45 J'ai minutes, juste 3 voilà, comment se passe l'analyse Donc, technique à la limite, prenez un café avec Boris après. Et il n'y a aucun problème. Je viens de Grenoble, je suis disponible jusqu'à demain 15h et ouvert à tout, parce que l'échange est important. Mais effectivement, l'idée c'est de vous donner le cadre, mais comme vient de le dire Gilles, c'est d'aller sur les méthodes de vote. Pourquoi j'arrive à la ruche? Parce que c'est la première, en fait, la présélection, elle est réelle. C'est pas un vote, mais on passe de 160 projets à 30. Donc c'est là qu'il faut porter une attention importante sur une journée comme ça, en tout cas dans la forme, c'est qui sont les participants, qui participent à la présélection, et quand on veut être dans une mobilisation d'un public large, si on organise une journée pour passer de 160 projets à 30 projets, qu'on n'a que des militants convaincus qui sont déjà dans plein de dispositifs, on se demande à ce moment-là déjà si dans la méthode de présélection, en tout cas la forme, on ne loue pas toute une partie des personnes, on va dire les jeunes et les étudiants étrangers, les personnes habitant dans les quartiers populaires. Donc c'est essentiel. Donc sur la première année, il n'y avait pas de règle à cette ruche. En fait, on se rencontrait, c'est bon, on faisait une ruche, et puis qui aime ce projet, on lève la main, et il n'y avait pas de critères qui permettaient d'objectiviser cette présélection. Donc ce qu'on a travaillé avec là pour le coup, des membres de conseils citoyens indépendants, parce que sur Grenoble, ils ont fait le choix de ne pas se restreindre uniquement au quartier politique de la ville, mais d'avoir des conseils citoyens dans tous les quartiers et dans toute la ville. On a travaillé avec eux sur une fiche de critères qui permettait d'éclairer la décision et la présélection. Donc la fiche de critères incluant notamment la question du périmètre, de qui est le public destinataire, de est-ce que c'est un collectif qui le porte, est-ce que dans le mode de gestion c'est participatif, pour donner aux habitants présents le jour de la ruche la possibilité de faire un éclairage au-delà de l'affectif, de j'aime ce projet, ça me parle, j'aime bien, de pouvoir objectiviser une décision importante. Une fois que l'étape de la ruche était passée, c'est bon. 4 minutes? Non, mais c'est très bien 4 minutes. Et une fois que l'étape de la ruche était passée, on est arrivé à l'étape de campagne. Je m'arrête sur l'étape de campagne parce que je pense que c'est aussi important. Précédant le temps. Cette année, on a décidé de ne pas faire un vote uniquement à l'hôtel de ville sur un vendredi et un samedi. Le choix qui a été fait, c'est de faire une semaine entière de vote en présentiel avec 10 bureaux de vote. Et les gens pouvaient voter du lundi au samedi en lien avec l'ensemble des centres sociaux et maisons des habitants de la ville. Les lieux de vote se passaient dans les maisons des habitants et dans les centres sociaux. On sait que c'est des lieux où il y a du public, il y a souvent des référents de famille, des conseillères économie sociale et familiale, ou tout le volet accès au droit, les écrivains publics, les assistants sociales. Et donc du coup, il y avait tout un public, un flux de public qui pouvait venir dans ces lieux-là et qui de fait pouvait être informé qu'il y avait un budget participatif dans la ville pour sortir un peu uniquement du débat d'experts et de ne pas s'adresser aux habitants uniquement experts. Le fait d'avoir mis en place ces bureaux de vote dans l'ensemble des quartiers nous a permis de passer de 998 votants à 7200 votants à la fin de la deuxième année. Et surtout, la première année, l'hôtel de ville à Grenoble est plutôt dans le centre-ville. Donc c'est les gens de la proximité qui ont voté. Le centre-ville, au niveau des catégories socio-professionnelles, on est plutôt dans des catégories moyennes, supérieures. Donc on a complètement créé une fracture. C'est-à-dire que sur 998 votants, il y avait 75% des gens qui venaient plutôt de 2 secteurs sur 6 de la ville et les 2 secteurs qui avaient un niveau de vie le plus élevé. 4 secteurs, notamment les quartiers politiques de la ville, oubliés. Et en fait, le fait d'avoir pu mettre en place des bureaux de vote dans les centres sociaux, dans des lieux ciblés où il y avait du public, a multiplié la participation dans le quartier. On dirait que c'est 950%, c'est ce que répète l'élu, mais on partait de 30 votants par secteur pour arriver à 500 votants à peu près par secteur dans le quartier politique de la ville. C'est un début, pour relativiser. 7000 votants sur le corps électoral annoncé, c'est une première marche, ça permet un rééquilibrage au niveau de la ville. Cette année, on est à 56% dans les quartiers nord et 44% dans les quartiers en politique de la ville. À côté, il n'y a pas eu que ça veut dire que sur la question de l'égalité des chances, on s'est dit,
en plus de pouvoir perfectionner le dispositif, il y a tout un travail d'accompagnement, d'aller vers. Donc du coup, moi, j'ai passé pas mal de temps dans des petits déjeuners, dans des temps conviviaux, à discuter avec des habitants qui ne croient plus à la démocratie locale et qui disent mais à chaque fois on est invité, on parle et ça dure des heures et en fait au résultat on n'a aucun pouvoir d'agir. D'expliquer ce que c'était que le budget participatif, aller dans la rue, faire du main à main, tout ça a contribué à une autre dynamique du vote. Et puis le troisième levier, 2 minutes, c'est ça ? Une minute. Le troisième levier, ça a été de dire les porteurs de projets, eux-mêmes, on va mettre en place des moyens. Donc pour chaque porteur de projet, et dans l'idée d'égalité des chances, parce qu'il y a des projets qui peuvent être portés par des grosses associations ou des gros collectifs qui savent s'organiser, puis des projets portés uniquement par un citoyen. Donc pour chaque projet, on a mis en place avec les porteurs des flyers, des affiches, on a réalisé des spots télé, avec une télé locale. Chaque porteur de projet avait du coup un portrait en 2 minutes qui a été diffusé sur les télés locales mais qui a alimenté énormément les réseaux sociaux. Sur les quartiers, et là c'était un choix avec les associations locales, parce que il nous semble que tu travailles avec les associations d'éducation populaire, c'est essentiel, c'est là aussi où ça se joue en termes de collectivité, il faut se recentrer uniquement à l'intérieur de la collectivité, ça ne semblait pas être la seule piste. Et donc du coup avec les associations qui mettaient en place des festivals ou des temps festifs, c'était changer l'image de la démocratie locale en allant vers des temps plus fédérateurs. Donc on a organisé des concerts, on a organisé autour de repas de quartier avec ces associations-là, des scènes sur lesquelles l'ensemble des porteurs de projets ont pu monter au milieu de 2 groupes de reggae ou un groupe de musique, de pièces de théâtre. Les porteurs de projets sont montés sur scène, c'était du public qui venait pas du tout pour la démocratie locale et qui venait pas du tout pour le budget participatif, ils venaient parce qu'il y avait une soirée, une proposition d'une manifestation. Et les porteurs de projets sont montés sur scène pour expliquer leur projet en disant moi Grenoblois, voilà ce que je souhaite pour ma ville, en étant disponible pendant la soirée, en pouvant échanger avec chaque personne présente. Et on a fait ça dans un but de rééquilibrage, c'est-à-dire qu'on l'a fait dans les quartiers politiques les plus éloignés, dans les quartiers de la politique de la ville, en se disant dans les quartiers où ça vote déjà, ils connaissent, et l'année dernière ils ont eu 4 projets votés, donc ils voient la réalisation concrète, dans les autres quartiers ils les connaissent. Voilà, c'était ça l'enjeu. Je vous ai ramené des petites plaquettes, tous les textes qui sont dedans, c'est les porteurs de projets qui l'ont fait, donc c'est un petit outil, et voilà. Merci. Alors, peut-être les faire tourner. Est-ce qu'on a du temps pour une question avant de passer la parole à Lex? Est-ce qu'il y a une question? Oui. Les élus s'interdisent de donner un avis au projet. Est-ce qu'il y a des projets qui sont portés par les techniciens, les élus, la collectivité? Aucun. C'est que des projets habituels. En fait, la règle, c'est une association, un individuel peut porter un projet qu'il habite ou non à Grenoble. Et par contre, au moment du vote, il y a uniquement les Grenoblois qui vont voter en présentiel. Pour le vote, on demande 2 choses. Un justificatif de domicile si la personne n'est pas inscrite sur liste électorale et une pièce d'identité. Si elle est sur liste électorale, la pièce d'identité suffit pour des questions de sécurisation. Mais dans le vote, c'est que les Grenoblois. Mais les élus ne posent pas de projet. Les collègues techniciens qui pourraient être tentés, parce qu'eux ont des baisses de finances, de dire bah, moi j'utilise le système pour poser un projet pour mon service, ne le font pas et on compte sur le professionnalisme. Et donc ça veut dire qu'on met pas en débat les projets déjà portés par la municipalité sur ces champs de compétences. C'est pas l'objectif du budget participatif, c'est de prendre 800 000 € dans le budget global d'investissement et de dire ces 800 000 € là sont décidés par les habitants pour des investissements futurs. C'est ça que je voulais. Il y a une enveloppe quand même qui est définie à la base. En fait, c'est un choix politique de donner du pouvoir aux citoyens. Donc on a un budget de 42 millions d'investissement au niveau de la ville. Et les élus ont dit bah, sur 800 000 € de ces 42 millions, c'est les citoyens qui gèrent et qui décident. On est d'accord que les 30 projets à la fin, les 26 qui ont été retenus, ça rentre dans cette enveloppe. Ah oui, C'est ça on allait vite. Quand il y a 26 projets, après la ruche, il y a le vote. Le vote, en fait, par ordre d'arrivée, on attribue l'enveloppe financière par ordre d'arrivée. Quand on a épuisé les 800 000 €, le projet s'arrête. Donc sur les 26 projets soumis au vote, on en réalisera 13 cette année. Non, mais Juste pour une précision, la première année, il y avait au moins un agent de la ville qui avait déposé un projet qui était les boîtes à livres. En fait, oui. La précision, c'est un agent de la ville, il est habitant. En fait, il est habitant grenoblois, donc on n'a pas de règle qui dit vous n'avez pas le droit de déposer un projet. Par contre, là où c'est compliqué, c'est que si la personne elle travaille sur de l'aménagement d'espace public et qu'elle dépose un projet d'aménagement d'espace public, là ça peut être compliqué, notamment par le devoir de réserve et de neutralité. Mais là, en tant que fonctionnaire. Après, ça reste un citoyen. Sur la réalisation
subventions sont des projets qui sont après mis en œuvre par les associations, etc., ou mis en œuvre par la collectivité? Tu m'arrêtes si je peux répondre, sinon je vous promets, on va boire un coup après. Mais en fait, la réalisation, une fois que les projets sont votés, on constitue des équipes projets qui sont pilotées par un professionnel de l'action sociale chez nous, parce que c'est important pour garder ce lien-là de proximité. Et dans cette équipe projet, il y a le porteur de projet. C'est-à-dire que ce qui est considéré dans le budget participatif, c'est qu'au départ, c'est une idée d'un citoyen ou d'une association, d'un collectif, mais dès lors que le projet est voté, ça devient un projet des habitants de la ville, et on démarre toute une stratégie de concertation. Voilà, le projet n'est plus uniquement le projet du porteur. Par contre, le porteur reste dans tous les temps jusqu'à l'inauguration, il décide même de la forme de l'inauguration. Mais on arrive après dans une logique de concertation ouverte, de redéfinition du projet. Et... En fait, on attend que Lucie revienne débloquer son écran, et donc on a encore le temps d'une question. Est-ce que vous avez des projets qui proposent déjà des modèles de financement complémentaires, enfin mixtes? Nous, de plus en plus, on a des porteurs de projets qui anticipent en gros la subvention de la ville, mais qui ont déjà du crowdfunding à côté, etc. Okay. Dans le budget participatif, on est sur du projet d'investissement. Oui, donc du coup, ce que va payer la ville, et c'est bien dans la PPI, donc dans le patrimoine de la ville, que c'est mis en place, c'est de la réalisation, c'est du matériel, c'est du dur. Donc on n'apporte pas de financement complémentaire, les règles sont claires, et donc du coup c'est pas de la subvention. On ne va pas financer du voyage, on va pas financer, on va financer un aménagement de rue, un mur d'escalade, l'installation de pigeonniers par exemple, mais on créera un lieu qui sera tout de suite possible d'être pour les Grenoblois, et il n'y a pas de bénéfice possible pour une association à cette réalisation-là. Non, j'ai pas été clair. C'est-à-dire que le modèle économique qui est généré, en fait, c'est pas, on travaille pas dessus. C'est-à-dire que l'association, si elle n'a pas la possibilité d'avoir un modèle économique fiable, soit une fois que le projet est réalisé, il y a déjà une partie qui est tout de suite opérationnelle et on va l'accompagner avec nos services économie sociale et solidaire et dans d'autres cas pour une subvention, soit ça restera juste à la réalisation de l'investissement. Merci Boris. Je suis là, on pourra discuter après. Merci beaucoup Gilles, merci pour m'avoir invité. Comme vous avez remarqué, avec mon accent pourri, je suis américain et je m'excuse en amont pour toutes mes petites bêtises. N'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas compris quelque chose. Je parle au nom de D21, le projet avec lequel je travaille depuis 3 ans en tant que conseiller international. Mais avant ça, j'étais dans la campagne présidentielle d'Obama en 2007-2008. J'ai travaillé dans le numérique et la participation. Côté participation, je suis formé plutôt dans la politique que dans la numérique, mais j'ai travaillé longtemps pour le Parti démocrate et aussi dans la démocratie participative en Égypte et d'ailleurs. Et j'ai rencontré le fondateur de D21. Je vais parler un peu de notre histoire et après de notre méthodologie et finalement de notre expérience dans le budget participatif à New York, là où je trouve des leçons intéressantes pour les budgets participatifs en France. Le fondateur de D21, Karl Janeček, c'est un mathématicien et un militant contre la corruption dans la République tchèque. Et il a réussi à fonder dans son business entreprise dans la finance algorithmique. Et depuis sa retraite de ce business, il a fait une fondation contre la corruption. Et en montant cette fondation, il a remarqué que le système de vote pour les élus en République tchèque a renforcé le problème de la corruption. C'est-à-dire avec des façons de voter proportionnelles, les acteurs corrompus pourraient se cacher dans les listes électorales et tout. Et lui, il a inventé un nouveau système de vote pour faire évoluer, pour outiller les électeurs, pour réduire la dominance des extrêmes, des tendances extrêmes dans la politique, et aussi de mieux comprendre les vraies préférences des citoyens. Il a recherché, il et moi, a recherché avec les universités de Cambridge et Stanford en 2014. On a fait un grand test avec 11 000 citoyens tchèques lors des élections législatives 2013-2014. Et on a créé une plateforme de votation pour accompagner notamment des mairies
mais aussi des ONG, des associations dans les processus décisionnels et participatifs. En 2015, on a lancé notre partenariat avec la ville de New York. On est conseiller technique pour le budget participatif à la ville de New York, qui est d'ailleurs le plus grand en Amérique du Nord, et avec 40 millions de dollars mis à disposition des citoyens. Et c'est nous qui avons lancé la plateforme pour inscrire et pour faire voter des participants à New York. On a reçu notamment grâce à Giovanni ici, on travaille dans un consortium qui s'appelle Empathia, qui est en train de tester, piloter une plateforme open source des outils numériques pour le budget participatif au Portugal, en Allemagne et en République tchèque. Notre méthodologie, le système que Karel a inventé, il s'agit de deux parties. Le premier, c'est l'effet de voix multiples. Gilles a déjà parlé de l'importance ou les bons effets d'avoir une répartition de votes. Ça remplace cet esprit tribal dans les gens qui défendent que leurs idées, d'avoir des voix multiples. On peut rentrer plutôt dans l'intérêt commun et c'est cette idée de voix multiples, mais optimiser le nombre de voix multiples pour avoir le taux de consensus le plus fort. Le deuxième aspect de notre système, c'est le vote négatif ainsi que positif. C'est-à-dire que les participants peuvent sélectionner des projets ou des idées sur lesquelles ils sont favorables, mais aussi les idées dans une voie négative pour les projets ou les idées moins pertinents, moins favorables. Et je vais montrer l'utilité de cette approche. Un scrutin traditionnel avec une seule voix. On n'a que des gagnants et des perdants. C'est ça qu'on voit. Avec notre système, ce qu'on est en train de mettre en place en Europe, aux États-Unis, en Tunisie, en Écosse, en Inde, ça montre trois aspects de préférence plus riches. On voit ici le vert clair, c'est le vote positif, vote négatif, et le net, c'est le vert foncé. Ici, c'est les 13 projets dans le budget participatif à Brooklyn, à New York. Et on voit à travers des voix multiples et des voix négatives, les points de consensus. Là, il y a beaucoup de votes positifs et pas beaucoup de votes négatifs. On élimine, on dirait, des options les moins pertinentes, qui ont moins de positifs et négatifs. Et c'est ça le plus important, on voit les projets les plus controversés. Et c'est ça qui donne vraiment la richesse de notre système. On voit avec ces voix multiples, on a un taux plus grand de consensus, mais aussi on voit là il y a des divisions d'opinion. Et ça c'est très important pour pérenniser un budget participatif, d'avoir l'idée en tête, quelles sont les idées qui unissent, mais quelles sont les idées aussi qui restent divisibles dans la discussion. À New York, je vais juste décrire en quelques mots le système de budget participatif. C'est une initiative pas de la mairie de New York, mais du conseil municipal de New York. Son point de départ, c'est des fonds discrétionnaires des conseillers. Il y a 51 circonscriptions. C'est comme en fait l'enveloppe des parlementaires qui distribuent sur leur territoire en France. Tout à fait. Ouais. Merci Gilles. Ici, tu as aussi des précisions pour le rendre plus pertinent, parce que je ne connais pas les mots techniques pour tout ça en français. Alors, des fonds discrétionnaires et le scope des projets sont des projets capitaux, c'est-à-dire pas des services, pas des fonds pour financer les associations, mais pour l'aménagement de l'infrastructure, de remplacement des parcs ou des cliniques ou des écoles, tout ça. Il y a une moitié des districts et des circonscriptions qui ont participé l'année dernière. Et c'est chaque conseiller en fait qui gère son propre budget participatif. C'est coordonné, il y a une équipe de coordination au niveau du conseil municipal, mais c'est vraiment mis à la disposition de chaque conseiller
de comment ajuster son approche de outreach, de marketing pour faire impliquer leurs citoyens à eux dans leur propre quartier. Et le droit de vote est permis à tous les résidents, pas les citoyens mais les résidents. Ça permet et les immigrés et les ex-felons, je ne sais pas comment dire en français ça, les ex-prisonniers qui n'ont pas le droit de vote, de voter, ainsi que les étudiants de 13-14 ans. Ils nous ont présenté chez D21 avec quelques besoins qu'on a essayé de répondre. Faciliter des propositions de nouveaux projets pour les nouveaux projets, c'est-à-dire comme Boris a évoqué, il y a toujours des parties de communauté qui sont moins représentées dans les assemblées ou les processus de proposition. Comment vraiment avoir un échantillon représentatif d'idées. Comment faciliter l'exercice du droit de vote avec une manière de vote intégrée avec des bulletins en papier, ainsi qu'une plateforme sécurisée pour voter en ligne. Et rendre l'inscription de vote plus sécurisée et standardisée. Il y avait une trentaine de circonscriptions avec une trentaine de différentes approches, même c'est une seule règle, mais une trentaine de différentes approches. Et finalement, faire le dépouillement de façon plus efficace. Ah, une minute. Ok. C'est pas assez de temps, mais je passe sur ça, mais ça juste montre comment faire un sondage avec notre plateforme. Chaque sondage, chaque scrutin est un moment éducatif, c'est-à-dire on met à disposition aux participants des images, des textes, des liens, des vidéos, c'est très important. On met les standards de vérification, c'est-à-dire on reste ouvert ou on a un closed list. Et aussi, on peut demander quelques informations personnelles, sexe, âge, domaine professionnel, mais c'est de façon anonyme, de ne pas demander le nom, adresse, mais de demander des informations démographiques, géographiques. On fait des sondages en temps réel avec les tablettes et les ordinateurs pour avoir une idée. Il y a toujours une majorité des gens dans une salle, dans une assemblée, qui sont silencieux. Comment solliciter l'avis des gens qui ne veulent pas intervenir. On met des sondages en temps réel pour les gens qui puissent voter pendant les pauses café et tout ça, pour voir là où il y a des consensus, pas juste les voix les plus brillantes dans la salle. Je passe en ça. Et après, on peut faire les résultats d'une assemblée présentielle. On peut faire des résultats et avec un sondage pour solliciter les commentaires de la plus grande communauté. On fait aussi des bulletins de vote en papier dans plusieurs langues. On faisait une manière de préinscription plus standardisée et ça a obligé à un moment donné de présenter en personne pour préinscrire. C'est-à-dire, une fois l'inscription faite, vous pouvez voter de chez vous avec un code unique qui est donné à chaque inscrit. Mais il faut qu'à un moment donné, vous êtes devant face à face pour prouver que vous êtes un vrai résident de quartier. Mais à partir de ce moment-là, vous êtes inscrit et après, vous votez comme vous voulez. Alors c'est un bon équilibre entre la sécurité et l'accessibilité. Enfin, juste quelques photos et on faisait des digital voting sites, c'est-à-dire des bureaux de vote mobiles avec des tablettes qu'on peut aller au centre social, pour les gens âgés, pour les immigrés, pour les parcs, dans les marchés. Et ça aussi, ça a rendu beaucoup plus dynamique le processus de voter, sans avoir porté des grands cartons de papier. On peut avoir avec 2-3 tablettes, on peut faire voter les gens. Et enfin, on a fait le dépouillement qui a pris une trentaine de jours l'année auparavant, en 3 jours, avec une manière intégrée de faire intégrer des résultats en papier, des résultats en ligne. C'est tout. Ok, il reste en fait 4 minutes avant que vous quittiez cette salle pour aller dans un autre atelier. Du coup, je vous propose de prendre 2 questions. C'est terrible en cours, 45 minutes, c'est impossible. Mais bon, c'est le format qui nous a imposé aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter chacun par la suite pour répondre à d'autres questions. Il y avait du coup une question ?
une question sur le coût d'accompagnement et du fonctionnement. Il y a un budget et le rapport au fonctionnement et comment vous le faites, c'est la collectivité. Oui, tous les projets sont faits sur mesure. On entre maintenant dans une coopérative en France avec des spécialistes français. On fait sur mesure avec chaque collectivité, même des sondages présentiels ou juste pour mettre en ligne un système d'inscription. Il y a tout un menu à la carte qu'on fait pour les collectivités américaines, tchèques, écossais, français. Et si ça vous intéresse, je peux donner plus de précisions. C'est un devis sur mesure. Ouais. D'accord. Ouais, il y a une carte des options, mais c'est chaque collectivité qui choisit selon leur budget. D'autres questions? Juste pour être sûr de qu'on dit là, est-ce qu'on peut vraiment redonner les liens, où est-ce qu'on peut retrouver les présentations, les noms, Alors, les noms, vous les avez normalement sur le programme. Et, Mais pas mon nom, c'est le nom de mon collègue là. alors, oui, J'ai les cartes. j'avais tenté de faire un atelier avec le respect de la parité, et puis tu as volé la vedette à Non, c'est vrai, à c'est vrai. Catherine, hein. C'est vrai. Mais sinon, j'ai des cartes de visite. Non, mais aussi vous aviez évoqué un lien. Oui, pour la présentation, ça c'est pour la présentation, enfin pour la mienne. Mais du coup, on peut éventuellement, je sais pas si ce qu'on peut faire éventuellement, c'est faire circuler une feuille et on peut faire envoyer par mail les présentations, ce serait peut-être le truc le plus simple. Ouais. Qui a une feuille? Les étudiants du master. Donc, question d'être sur New York. Vous avez forcément des feuilles. Mais non. Inscrivez vos courriels et puis on pourra faire envoyer un mail. Il y a une dernière question. Pardon. Vous aviez rencontré des luttes contre la corruption par rapport à plusieurs votes, etc. Oui. Est-ce que, en quoi aujourd'hui, avec le coup, par exemple, avec le système de New York, en quoi ça a permis de lutter contre le système de corruption, voire vous allez un peu plus loin, de lutter contre le système de discrimination, que ce soit parce qu'on est une minorité, etc. Quels sont vraiment les éléments clés? Ouais, il y a deux aspects dans cette lutte en permanence contre la corruption. Le premier, c'est de rendre le budget plus transparent. Ça aussi, ça rentre dans cette même optique de transparence et d'implication des citoyens, qui est une manière de lutter dans la corruption, dans la prise de décision plus consensuelle, plus transparente. Et la deuxième chose, ce qu'on fait maintenant, c'est en République tchèque, c'est un primaire virtuel en ligne qui est une sorte de miroir que tous les citoyens puissent nommer ou lancer une candidature et côté avec des candidats de partis existants et des leaders de la société civile. Et on fait ça même maintenant en République tchèque, mais il y a d'autres pays, là, des ONG, de manière qu'on voit avec des votes positifs et négatifs qui sont les acteurs plus controversés et qui sont les acteurs peut-être dans la société civile qui peut réinvigorer les systèmes politiques. C'est ça notre démarche qui s'appelle President 21, Président 21 en République tchèque. Mais ce sera réplicable à titre gratuit des autres pays du monde. Avec une autre méthode de vote, il y a aussi la première citoyenne en France qui utilisait une méthode aussi avec la question des votes positifs et négatifs. Je vais regarder. Charlotte Marchonnet, qui est les vainqueurs de cette D'autres. Dernière question, toute dernière question, avant que vous cherchiez tous. Une petite sur, vous parliez du vote sur des tablettes dans les lieux publics, etc. Mais il fallait que les gens soient déjà préinscrits avant, que vous ne pouviez pas... Non, c'est pour tous les votes en présentiel, ça se fait juste avec soit une carte d'identité, soit une attestation personnelle. Les gens peuvent signer quelque chose qui dit oui, c'est mon nom, j'habite à telle ou telle adresse. Mais les préinscriptions, c'est plutôt pour permettre aux gens pendant la semaine de vote de voter chez eux. La tablette sert à quoi exactement? C'est la question. La tablette sert juste à faire la préinscription. Non, à mobiliser les bureaux de vote. Dans la semaine de votation, on fait des sites mobiles avec des tablettes qui permettent aux gens de voter en présentiel. Mais ça, ouais. Vous supprimez le support papier tout le temps, Non. et vous remplacez par une il y a tablette qui Ah, permet on d'aller dehors. rajoute. Vous gardez le papier, vous rajoutez les tablettes numériques et vous rajoutez le vote électronique. C'est ça, c'est juste une supplémentaire. Mais par contre, les gens, comme ils doivent s'inscrire, ne peuvent voter qu'une seule fois. Ouais, parce que chaque votant, présentiel ou à distance, a une code unique qui est donné à chacun.
préinscription et ensuite on choisit une méthode de vote en ligne ou pas en ligne. Tout à fait. Ça me rassure. On en est là à Grenoble, on ne trouvait pas le moyen de supprimer la préinscription, mais on n'a pas pour sécuriser. On doit se parler. Alors n'hésitez pas à finir de remplir vos emails, je ne sais pas où, mais circule la feuille aussi. Et puis du coup je suis obligé de vous chasser, sinon après il y a des... Toda, il y a des gens qui vont venir. Et oui, mais du coup il faut le temps de faire les mouvements et éviter que les gens... Et on te remercie Gilles pour... Merci Gilles pour l'invitation. À bientôt. N'hésitez pas à venir à Paris à partir de demain aux rencontres, au colloque sur les expérimentations démocratiques aujourd'hui. C'est complet, sauf pour les débats du soir. On accueille un débat notamment jeudi soir sur la question des modes d'occupation comme méthode, comme alternative ou méthode de participation. Et vendredi soir, un débat à 10h30 à C'est frustrant que la deuxième partie soit cutée, quoi, parce que associé à hyper Podemos sur la intéressant. manière d'un politique. Ouais.